Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer en grand nombre à cette conférence de ce soir sur les cliniques vétérinaires et la relève présentée par le Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal. Je suis Karine Plouche, je suis votre conseillère aux relations avec les diplômés pour la Faculté de médecine vétérinaire et c'est avec grand plaisir que j'ouvre l'événement de ce soir. Ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous des invités très spéciaux. Ce sont 4 médecins vétérinaires au parcours de vie très intéressant et qui ont aussi généreusement accepté d'échanger avec vous sur l'achat et la vente de cliniques vétérinaires et aussi pour vous parler sur la gestion au quotidien. Nous avons parmi nous 2 duos, dont Dr. Lucie Hainaut et Dr. Stéphanie Nadeau, toutes 2 propriétaires associés de 6 établissements vétérinaires, ainsi que Dr. Pierre Héroux et Marianne Saint-Germain, précédent et actuel propriétaire de la clinique vétérinaire de la Lièvre, située à Mont-Laurier. Donc, merci à tous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à la conférence. Mais avant de débuter, j'aimerais d'abord inviter la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire, Dr. Christine Théoret, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir, Dr. Théoret. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Alors, merci de vous être joints à nous pour cette soirée spéciale qui porte sur le thème de l'entrepreneuriat. Je pense que comme plusieurs ici pourront l'attester, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un parcours simple, c'est un parcours qui est rempli de risques, d'obstacles, aussi d'émotions. C'est un parcours qui peut parfois même sembler impossible. À la faculté, on souhaite préparer le mieux possible nos diplômés pour qu'ils puissent réussir le mieux possible dans la réalité du monde du travail. Puis à cet effet, on a mis en place plusieurs actions. On a un programme d'initiation au professionnalisme pour les nouveaux étudiants qui nous arrivent en première année. On a des cours en communication vétérinaire, on a des cours sur le milieu de travail, les aspects éthiques et juridiques vétérinaires. Puis, on a un tout nouveau cours à option, immersif, en gestion et en entrepreneuriat, qui débute cette année même. Et je pense que j'ai vu dans la salle Dr. Sarah Poitras-Wright, qui va être coordonnatrice de ce cours, puis peut-être aussi Louise Saint-Germain, qui est le moteur derrière le développement de ce nouveau cours. Alors, je les remercie pour leur implication. On a aussi des étudiants entreprenants qui ont mis sur pied un club sur l'entrepreneuriat, qui offre des activités puis de la formation en lien avec ce thème. Et finalement, un support personnalisé est offert via les services du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Mais malgré toute cette préparation, il peut perdurer une disparité entre la théorie et la pratique. Alors, il n'y a rien donc de plus enrichissant que d'apprendre de l'expérience de vétérans collègues qui ont déjà navigué à travers ce parcours. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos panélistes, la Dr. Lucie Hainaut, le Dr. Pierre Héroux, la Dr. Stéphanie Nadeau et la Dr. Marianne Saint-Germain. Je les remercie pour le temps précieux qu'ils nous accordent aujourd'hui, pour avoir accepté de nous faire part de leurs connaissances et de leurs expériences en tant qu'entrepreneurs. Puis je tiens également à souligner l'importance d'événements comme celui-ci organisés par le Réseau des diplômés et des donateurs qui permettent de bâtir des liens et de rapprocher la communauté vétérinaire. Ça nous rappelle qu'on fait tous partie de la même grande famille puis qu'on doit s'inspirer les uns des autres parce que la réussite de l'un, c'est la réussite de nous tous. Merci et je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci beaucoup, Dr. Théoret. C'est un beau message très, très inspirant et merci aussi d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Donc, avant de laisser nos invités se présenter à vous, j'aimerais simplement rappeler aux participants qu'il y aura une période d'échange entre vous et les panélistes sous forme de breakout rooms. Ce sera le moment de poser vos questions et je vous invite alors de prendre note de vos questions pour cette période. Aussi, j'aimerais mentionner que l'événement de ce soir sera aussi enregistré, donc nous préférons également vous en aviser. Et sans perdre un instant, j'aimerais laisser nos invités se présenter et en faisant un petit tour de table. Et je propose de débuter en fait notre tour de table avec Dr. Lucie Hainaut. Bonsoir. D'abord, merci à l'Université de Montréal d'organiser ça via Karine Plouffe, Anne Ferré. Merci à notre doyenne aussi, Dr. Théoret. Je suis contente d'être ici. Pour moi, c'est un honneur de partager avec vous mon expérience. Pour la petite histoire, moi, j'ai obtenu mon doctorat en médecine vétérinaire en 2000 et puis toute ma vie, j'ai voulu être vétérinaire. Je n'ai jamais su ce que je pouvais faire d'autre que d'être vétérinaire parce que, comme vous, je voulais travailler avec les animaux. Et puis, l'entrepreneuriat, j'espère ce soir, vous laisser écouter la petite voix qui vous parle des fois à l'intérieur de vous d'entrepreneuriat.
Parce que si nous, on l'a fait, là, vous êtes capable de le faire. Nombreux d'entre vous sont capables. Au début de ma carrière, moi, je voulais juste être vétérinaire. C'était déjà beaucoup. Je voulais être une bonne vétérinaire. Ce n'était pas pantoute sur mon radar d'être entrepreneur. J'étais comblée par le fait d'être vétérinaire. Puis finalement, au fil des rencontres, j'ai croisé des gens inspirants. Puis en 2009, on m'a offert une première association. Puis j'ai saisi l'opportunité, mais pour être honnête avec vous, un peu naïvement, avec le bagage que j'avais à l'époque, avec tout mon cœur aussi. Je voulais influencer les choses. J'avais des idées sur ce que ça devait être l'expérience client, rentrer en relation avec les autres. J'avais des idées sur comment prendre soin d'une équipe. Puis, pour rien vous cacher, je voulais bâtir un avenir pour ma famille parce que oui, je suis entrepreneur, mais j'ai aussi un mari, puis je suis maman de 2 adolescents. Les choses ont grossi et maintenant, on est rendu à 6 cliniques, 6 établissements vétérinaires. On est 4 généralistes ensemble, donc Stéphanie Nadeau, Stéphanie Surveilleur, Evelyne aussi, que vous connaissez, qui a été vice-présidente de la MVQ. Et puis, on a une technicienne en santé animale. J'en suis très fière. Elle est avec nous dans toutes les cliniques. Puis, notre dernière associée, c'est Isabelle de Montigny-Bédard, que vous connaissez peut-être, qui est spécialiste en comportement. Elle s'est jointe à nous en mars 2021. Le message que je veux vous passer ce soir, c'est que le premier gros défi de l'entrepreneuriat, c'est de vous débarrasser ou au moins apprivoiser le syndrome de l'imposteur. Il faut croire en nous, il faut croire en notre profession, il faut se dire que c'est ensemble qu'on est fort les vétérinaires, puis il faut arrêter d'écouter cette voix-là qui vous dit que les autres sont meilleurs et que vous n'êtes pas capable. Ce syndrome-là, il va vous suivre toute votre vie, même encore ce soir. Je me disais, My God, pourquoi je suis invitée là? Je ne serais pas capable, c'est difficile, puis on est capable. OK? C'est mon plus gros message à vous passer. Pour finir la petite histoire, devant les défis de l'entrepreneuriat, moi, j'ai fait une maîtrise en développement des organisations. J'ai obtenu mon diplôme en 2016. C'est un vrai défi être entrepreneur. C'est plus dur qu'on peut le penser, mais c'est aussi très valorisant et ça nous donne le pouvoir de faire une vraie différence. À cette étape-ci de ma carrière, moi, ce qui me stimule le plus, c'est de développer des nouveaux talents. J'ai l'impression que c'est ce qui sert le plus une profession que j'aime beaucoup. En finissant, vous avez peut-être vu que je fais aussi une carrière en parallèle dans les médias. Je signe des articles dans plein de magazines. On me voit à la télévision, on m'entend à la radio. Puis avec mes associés, on a parti le magazine web Flair et compagnie que vous pouvez suivre sous lucieno.com. Il y a une section qui va vous intéresser particulièrement, c'est Flair en affaires. Puis on essaie justement d'allumer cette petite étincelle-là chez les entrepreneurs vétérinaires, de vous donner des trucs concrets. Ce soir, je nous souhaite vraiment un échange sans tabou, en toute ouverture. Moi, je suis à votre complet service. Posez-moi toutes les questions que vous voulez dans l'heure suivante, les questions d'entrepreneuriat, bien sûr. Puis, j'espère vraiment qu'on va sortir d'ici en ayant donné le goût au moins d'explorer qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Si je suis capable, vous êtes capable. Merci beaucoup, Dr. Reynaud. Merci d'être parmi nous aussi. Ça fait plaisir. Je vais maintenant laisser la parole à Dr. Stéphanie Nadeau. Oui, donc bonjour. Ceux qui ne me connaissent pas, Dr. Stéphanie Nadeau, j'ai gradué en 2018 à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. J'ai eu l'occasion, le privilège de faire ma 3e année en France, à Toulouse plus précisément, puis ça m'a permis de voir une nouvelle approche, une pratique un petit peu différente, qui a tout à gagner toutefois. 5e année, j'ai fait en fait 4-5 stages dans des différentes cliniques qui recherchaient des vétérinaires. En fait, mon but, c'était de trouver la pratique où j'allais commencer, qui allait me permettre de m'épanouir, qui allait m'épauler, qui allait faire de moi le vétérinaire que je voulais, puis me donner les moyens pour réussir. Donc, mon choix s'est arrêté sur Hôpital vétérinaire Le Gardeur avec justement Lucie Hainaut, Evelyne Joubert. Ça s'est très bien passé, comme vous pouvez le constater. Après à peu près 3 mois, Evelyne m'a beaucoup inspirée. Puis je me suis inscrite au HEC pour faire un certificat en gestion d'entreprise à temps partiel, que je fais d'ailleurs toujours actuellement. Puis, un petit peu plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer, à ce moment-là, elles étaient 4, les 4 associés, donc Lucie, Evelyne Joubert, Isabelle Asselin, notre technicienne, et Stéphanie Surveilleux. Puis, on a discuté entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi mes inquiétudes? C'est quoi que ça prend? Quelles étaient mes ambitions? Ça a super bien été. Puis, mon plus gros défi, c'était la médecine. Je commençais tout juste à pratiquer. Là, ça faisait à peu près 3 mois.
Donc, c'est resté comme ça. Puis, à peu près un mois après, Lucie m'appelle, elle me dit écoute, Steph, tu aurais l'opportunité de faire de l'urgence au DMV. Ils ont besoin de vétérinaires. Ça ne sera pas facile, mais ça te permettrait de rencontrer ton plus grand défi, évoluer ta médecine. J'ai dit oui. Donc, je l'ai fait. J'ai fait quelques quarts d'urgence au DMV en médecine. Puis, effectivement, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Puis ensuite, c'est en 2019, donc l'année après, qu'on a eu l'opportunité d'acheter la clinique vétérinaire 440 à Laval. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis joint aux associés pour cette belle aventure dont je ne regrette pas du tout. Et il y a peu de temps, comme vous avez pu constater, on a eu le privilège d'avoir Dr Isabelle de Montigny qui s'est joint à nous. Donc maintenant, on est 6. Alors voilà, j'avais beaucoup de pression parce que Lucie a fait un très beau discours. Je pense que ça vous permet d'apprendre un petit peu plus à me connaître. Oui, puis c'était très bien. On est vraiment très heureux de t'avoir parmi nous. Merci, Dr Nadeau. Maintenant, j'aimerais lancer la balle à Dr Marianne Saint-Germain. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marianne Saint-Germain. Je suis propriétaire de la clinique de la Lièvre à Mont-Laurier. Donc, j'ai acheté en 2017 de Dr Pierre Héroux. En fait, j'ai gradué de la médecine vétérinaire en 2015. Avant ça, j'avais fait 2 ans au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. J'ai décidé j'ai eu des parents mes 2 parents sont entrepreneurs, il y a un club de golf ensemble, donc j'ai vécu un petit peu dans l'entrepreneuriat, toute ma jeunesse. En rentrant en médecine vétérinaire, je savais que mon objectif était non seulement d'être vétérinaire, mais probablement propriétaire aussi d'une clinique. Mais je voulais absolument revenir en région, être proche de ma famille, donc j'adore Mont-Laurier. Si vous venez, c'est vraiment une région magnifique. Donc, dès ma première année, j'ai commencé à travailler avec Pierre tous mes étés. Donc, j'ai vraiment eu la chance que Pierre, il m'appuie d'été en été. J'ai pu apprendre beaucoup de lui. Donc, même qu'il me fait de l'initiative là, sur de la chirurgie et tout ça. Fait que quand j'ai commencé à pratiquer en 2015, c'est sûr que commencer à pratiquer en région, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de ressources. Tu sais, Pierre était là avec moi, mais on n'est pas plein de vétérinaires. Donc, je me sentais déjà plus prête qu'un vétérinaire qui n'a jamais travaillé là, auparavant dans une clinique. Je me souviens que ça faisait 1 mois que j'étais vétérinaire et qu'il était parti 2 semaines en vacances. J'étais la seule vétérinaire pendant 2 semaines. Quand c'est ta première année, c'est assez stressant, mais c'est là que tu comprends qu'il faut que tu gères pas juste les clients, ton équipe et tout ça. Donc, en sachant que Pierre, il voulait prendre sa retraite, éventuellement, il m'a montré un petit peu plus c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis, j'ai pris la relève. En 2017, j'ai acheté la clinique. On est présentement seulement 2 vétérinaires où je pratique. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir ma propre clinique à 27 ans. J'avais quand même pas fait de cours en entrepreneuriat. J'avais suivi quelques formations là, comme d'avoir une nouvelle entreprise et tout ça. Mais c'est quand même pas mon domaine. J'aime bien faire la gestion, mais j'aime aussi pratiquer également. Et puis sinon, autre chose, je fais également des chroniques à la radio de la région et dans le journal de la région. Et sinon, je fais partie d'un comité jeunesse que je représente la municipalité de Kiamika dans la MRC d'Antoine Labelle. Donc, on est 17 municipalités. Puis le but du comité jeunesse, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance en région pour les jeunes, donc d'attirer les jeunes en région parce qu'on sait que, peut-être qu'avec la COVID, il y a plus de retours en région, mais on a un gros problème de retour en région, des vétérinaires, on manque beaucoup, on en manque partout, là, mais en région, c'est peut-être pire. Donc, je fais partie du comité jeunesse pour un petit peu plus favoriser le retour en région. Bien, merci beaucoup, Dr Saint-Germain. C'est vraiment intéressant. Donc, il y avait déjà une fibre entrepreneuriale dans votre parcours, mais aussi, je vois que vous êtes impliqué dans plein de choses. Donc, on a bien hâte d'en savoir plus pendant le Breakout Rooms. Merci d'être là. Mais le dernier et non le moindre, j'aimerais donner la parole à Dr Pierre Héroux. Merci à votre organisation de faire tout ça pour les jeunes diplômés. Je trouve que c'est extraordinaire. Merci au Dr Théoret.
juste dire un mot à Marianne. Je regrette encore, Marianne, de t'avoir laissé 2 semaines aussi, après quelques semaines de formation comme médecin vétérinaire. Moi, j'ai commencé mes études sur le tard. J'ai fait mon secondaire 4 et 5, j'avais 30 ans. Alors, j'ai commencé la faculté à 32 ans. Et puis, j'avais aucune fibre, contrairement à Dr. Huneau, aucune fibre d'entrepreneuriat en arrière de moi. Et puis, c'est un peu par la force des choses que j'ai dû partir ma clinique. Je voulais gagner ma vie. Puis, j'étais déjà à 37 ans, alors je devais préparer ma retraite. Et puis, c'est un beau défi. Je ne croyais jamais y arriver seul. Et puis, je me suis entouré de bonnes personnes. Et puis, ça a bien été. Et au fil du temps, ben, j'ai eu des gens qui ont travaillé pour moi. Et j'ai eu, à un moment donné, une jeune personne, une jeune étudiante qui voulait passer une journée à la clinique. Et j'ai dit bienvenue. Ça arrive souvent qu'on a des jeunes étudiantes qui veulent passer une journée. Et puis, c'était Marianne. Et puis, un peu plus tard, Marianne, j'ai su qu'elle était en psychologie. Et à un moment donné, j'ai su qu'elle avait rentré en médecine vétérinaire et elle m'a demandé si elle pouvait travailler pour moi l'été. J'étais ravi de ça. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Marianne a travaillé pour moi. Et dès les premiers temps, je l'ai traitée comme si elle était déjà une vétérinaire. Et puis, je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner, tous les enseignements que je pouvais faire avec Marianne, je le faisais, que ce soit une radio ou lire n'importe quelle vue, ou en tout cas, enfin, c'est un peu ça. Là, maintenant, j'ai pris ma retraite, ça fait déjà 3 ans, un peu plus que 3 ans. D'ailleurs, la clinique, aujourd'hui, fête son 25e anniversaire. Et puis là, je suis administrateur dans un OBNL que ma femme et moi et quelques citoyens de la place, on a formé. Ça s'appelle le Centre de plein air Mont-Laurier. Et puis, je suis très occupé là-dedans. Et c'est un peu, mon portrait là actuellement. Là. Ouais. Retraité, mais toujours actif. Oui, absolument. Ben, sans avoir la fibre d'entrepreneur, quand on aime faire des choses, à un moment donné, on se retrouve à continuer le processus ailleurs. Et c'est ce que je fais. Ouais. Ouais. Poursuivre ses passions, c'est important. Oui, absolument. Mais dans tous les cas, merci beaucoup à tous les 4 de vous être présentés. C'est maintenant la période de Breakout Rooms. Donc, c'est la période d'échange entre les participants et les 2 duos de panélistes. Donc, ce sera le moment aussi d'allumer vos caméras et de poser aussi vos questions. Donc, la façon que la période fonctionnera, c'est que vous serez redirigé dans une salle en compagnie d'un des duos pour une durée de 20 minutes. Ensuite, il y aura un changement des panélistes pour que vous puissiez aussi avoir la chance de discuter avec le second duo pour une autre période de 20 minutes. Donc, je vais faire les 2 salles et vous assigner dans chacune. C'est là où la magie opère. Exact. Bon, ben, bonne soirée, bonne discussion et on se revoit dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je suis Anne Ferré, je travaille comme Karine au réseau, mais moi je suis juste pour les jeunes diplômés pour toute l'Université de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je vais être la modératrice, mais donc c'est super, je vois que vous avez tous enlevé vos... je vais me mettre en galerie comme ça. Non, pas du tout vrai. Il n'y en a que 5 qui ont mis leur caméra. Alors, soyez pas timides parce que pour nos présentateurs, nos panélistes, c'est moins drôle si, en fin de compte, on ne voit pas vos visages. Donc, soyez à l'aise d'allumer vos caméras pour qu'on puisse tous se voir. Ne soyez pas gênés, ça sera beaucoup plus sympa. Nous sommes 30 dans la salle. Merci Martine. Nous sommes 30 dans la salle. Je vais réchauffer la salle, sauf si quelqu'un a tout de suite une question. Comme ça, je ne suis pas la première à la poser, mais j'ai l'habitude, chaque événement, c'est moi qui pose. Merci Hélène. Bon, 2 de plus. Je vais commencer par les questions, puis après ça, ceux qui le souhaitent, juste à ouvrir votre micro, vous n'êtes même pas obligé d'ouvrir la caméra pour poser la question à nos 2 panélistes, Pierre et Marianne. Pierre et Marianne, bienvenue, merci. Je vais poser la première question de pourquoi devient-on entrepreneur? L'un ou l'autre? Dans mon cas,
Je laisse Marianne, je laisse Marianne commencer, alors. Je pense que moi, ce qui m'a motivée en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être de mettre ma couleur, de mettre mes valeurs à ma propre clinique. Puis ça, c'était même avant que je rencontre Pierre, là, j'avais ça comme objectif. Puis au final, moi et Pierre, on partageait les mêmes valeurs, fait que c'était l'idéal. Oui, tu sais, il y a le côté... Parce que la beauté d'être entrepreneur vétérinaire, c'est que tu peux aussi pratiquer. Tu peux faire ton métier, mais il y a également la gestion de ton équipe, la gestion de ton entreprise. Donc, tu n'es pas seulement entrepreneur. Il y en a qui vont vraiment préférer être seulement entrepreneur. Dans mon cas, ce que j'aime, c'est d'avoir une petite clinique, de pouvoir gérer moi-même, puis d'être proche aussi de mes employés. Puis c'est sûr que pour la retraite, pour éventuellement planifier tout ça, bien, le fait d'être entrepreneur, des fois, tu peux gérer tes horaires. C'est sûr qu'il y a un bénéfice financier également. Puis je pense que tu peux t'accomplir davantage que seulement faire le métier de vétérinaire. Donc, c'est ce qui m'a poussé un petit peu, moi, à acheter une clinique. Merci, Marianne. Ben, dans mon cas, je n'avais pas, comme je disais tout à l'heure, la fibre de l'entrepreneuriat. J'ai décidé d'ouvrir ma clinique. C'est un jeu de circonstances. Je n'avais pas vraiment d'autres options. Et puis, c'est ce qui m'a mené c'est ce qui m'a mené où je suis là. Mais ce n'était pas rien de prévu. Je n'ai pas eu comment dire, il n'y a rien dans ma vie qui m'amenait vers l'entrepreneuriat. C'est un peu circonstanciel. J'ai décidé d'ouvrir ma clinique pour pratiquer, tout simplement. Et puis, voilà. Et je pense que la réalité aussi, probablement que Pierre va être d'accord avec moi, d'être en région, en fait. Donc, quand tu es toute seule comme vétérinaire, ben, tu n'as pas le choix d'être propriétaire, tu sais. Mm-hmm. C'est clair. Fait que, tout dépendant dans quelle région vous êtes, mais c'est un peu ça, tu sais. Moi, je prenais la relève, mais Pierre, il était seul, tu sais. Fait que, il y a aussi que parfois, on fait face à... On n'est jamais obligé de rien faire, là, mais parfois, quand on est seul dans notre région, ben, on est d'emblée obligé de s'embarquer dans l'entrepreneuriat. Dans mon cas, c'est la région qui m'a attiré. Et puis, c'est à cause de ça que je suis devenu entrepreneur, parce que sinon, j'aurais préféré m'associer plutôt que de partir ma propre affaire. Et dans mon cas, ben, comme j'avais 37 ans, je devais déjà commencer à penser à ma retraite. Et il fallait gagner plus de sous plus rapidement. C'est sûr qu'on devait prendre les bouchées doubles, mais c'est ce qui a fait que j'ai décidé de partir ma clinique. Mais au départ, moi, c'est la région qui m'attirait. C'est Mont-Laurier. Comme Marianne le disait tout à l'heure, c'est une magnifique région. Puis c'était clair pour moi, puis c'était clair pour ma femme qu'on ne voulait pas vivre en région urbaine. On voulait vivre en région, tout simplement. Puis c'était comme ça. Est-ce que d'être en région, c'est sûr que ça a ses avantages et ses inconvénients, mais comme vous êtes minoritaire comme vétérinaire, est-ce que c'était... quels sont les avantages et les inconvénients? Parce que vous êtes un peu tout seul dans ce coin-là. Ça, c'est un gros inconvénient. Hein? Quand on se retrouve seul, quand on se retrouve... parfois, on a juste besoin de se faire souffler quelque chose. Ah, ben oui, je n'ai pas pensé à ça. Puis... mais en région, il faut se débrouiller. Il faut avoir, je pense, un réseau. Maintenant, avec les communications, c'est facile. Je pense que c'est peut-être un peu plus facile pour un vétérinaire d'avoir un réseau. Avant, c'était le téléphone, c'était plus compliqué. Et puis là, maintenant, il y a plein de façons de communiquer, de parler de différents cas qui sont difficiles avec d'autres et d'avoir un peu d'aide. Avant, c'était du téléphone et puis tu espères qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Mais ça, c'est une grande difficulté en région lorsqu'on est seul. Mais il y a les avantages associés. Oui, rassure-moi.
Et il y en a plein, Et puis, les gens le découvrent de plus en plus. De toute façon, avec la COVID, là, les gens réalisent comment on est bien en région, avec la nature et tout, là. Oui, donc, tu sais, nous, on sort puis on est déjà dans la nature, on n'a pas de trafic, les deux, on habite sur le bord de l'eau. Les deux, on aime les activités en plein air. Donc, juste le centre de ski de fond, Pierre, il parlait, qui est à 5 minutes de la clinique. Donc, c'est accessible facilement. Tu finis ton travail, tu t'en vas faire du ski de fond. Ça prend 5 minutes, puis après ça, tu t'en vas chez vous. Donc, puis la beauté aussi, je pense en région. Moi, personnellement, j'aime bien le fait que ça soit familial, que ça soit plus petit. Je suis moins intéressée par le fait d'avoir une grosse hôpital vétérinaire. Moi, dans mon cas, c'est pas ce qui m'intéresse. La difficulté, oui, c'est vrai qu'on se retrouve seul. Quand Pierre a pris sa retraite, j'ai travaillé pendant un an et demi seule. Puis je me suis blessée au dos. Fait que ça a été une période vraiment difficile parce que quand tu es toute seule, ben, il faut que tu continues à faire vivre ta clinique malgré tout parce que tu as des employés aussi à payer. Donc, c'est ça peut-être la difficulté, mais malgré que maintenant, on a quand même la possibilité d'avoir des vétérinaires remplaçants. Puis aussi, un des désavantages peut-être, c'est de savoir connaître ses limites parce que dans une petite région, tout le monde se connaît. Tout le monde est ton ami, tout le monde réussit à avoir ton numéro de téléphone, tout le monde t'écrit sur Internet, il n'y a plus de gêne. Puis là, c'est de savoir quand dire non, quand arrêter, quand mettre tes limites. Parce que tu veux aider un, tu veux aider l'autre, tu te sens mal, tu te sens pas bien. Là, tu vois les gens qui t'écrivent sur Internet. Puis nous, notre centre d'urgence, bien, il est à Blainville, donc c'est 2 heures et demie de route. Puis pour les gens, c'est énorme faire cette route-là, alors que pour nous, en réalité, on ne trouve pas ça épouvantable de faire 2 heures et demie de route pour son animal. Donc, c'est peut-être le désavantage aussi d'être en région. Je trouve que d'établir ses limites, mais la beauté, c'est qu'on est proche de nos clients. T'sais, on a une belle relation avec nos clients aussi. J'imagine. Merci, Marianne. Je vois que Pamela a levé la main. Je vais vous appeler par vos prénoms, ce sera plus simple. Oui, sûrement. Merci. C'est Van, cette lignée de, surtout Dr Saint-Germain, qui était tout seul, j'imagine Dr Roux aussi pendant un bon moment en clinique. Combien de temps vous allouez pour la gestion, puis combien de temps, parce qu'on sait, surtout si on est tout seul en clinique, la vétérinaire prend beaucoup de place. Est-ce que vous amenez du travail à la maison? Est-ce que vous faites ça les week-ends? Ou vous dites je travaille de telle heure à telle heure, puis il faut que tout rentre là? Comment vous gérez ça? Je ne sais pas si un veut répondre plus que l'autre. Vas-y, Marianne. Ouais. En fait, je pense que les deux, on n'est pas des réels gestionnaires dans le sens qu'on est passionnés de la gestion. On aime beaucoup pratiquer. Si je ne me trompe pas, Pierre. Mais de mon côté, c'est sûr que je pratique 5 jours semaine. Donc, mais je sais bien m'épauler pour la gestion. Donc, je demande beaucoup d'aide. Puis, au final, c'est mieux d'aller demander de l'aide parce que c'est peut-être moins mon domaine, la gestion. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour moi puis plus payant pour moi de continuer à pratiquer puis demander de l'aide avec des gens qui peuvent m'aider pour la gestion. C'est sûr que j'en fais malheureusement les soirs, la fin de semaine. Je n'ai pas d'enfants présentement, donc là, oui, je le fais. Éventuellement, si j'ai des enfants, c'est sûr que je vais arrêter de dire oui aux clients, puis je vais me bloquer un temps pour la gestion. Fait que, probablement qu'une après-midi par semaine serait amplement là, pour faire de la gestion. Mais on en fait dans la vie de tous les jours. Dès que je sors d'une consultation, j'en fais de la gestion avec mes employés ou peu importe. Oups, la toilette est bloquée, il se passe quelque chose. Fait qu'on devient assez débrouillard en région parce que c'est nous qui gérons. Fait qu'on gère la bâtisse, on n'est pas juste vétérinaire, en fait. Oui, en effet. Mais oui, c'est sûr. Puis,
tu parlais moi, ce qui m'a amené voyons, à être vétérinaire, à être propriétaire, c'est que je voulais vraiment être libre aussi. Mais je n'avais pas le choix. De toute façon, j'étais dans une situation où il fallait jouer ma clinique, de toute façon. Et puis, voyons, j'ai perdu le fil, là. Je suis un peu, un peu nerveux. Mais excuse-moi, Anne, je suis vraiment... T'inquiète pas. J'ai eu une journée de fou, alors... j'étais parti sur un fil, j'ai perdu. T'inquiète, mais on peut prendre une autre question, puis si tu reviens, tu pourras okay. dire. J'ai vu que Justine et Marie-Claude avaient aussi levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question s'adresse à vous deux. Je me demandais comment ça s'est passé la transition d'un propriétaire à l'autre avec les clients. Est-ce que ça a bien été? Comment vous transférez les tâches de gestion et tout? Ben, ça s'est passé. Moi, j'ai travaillé 1 an pour Marianne d'abord. Alors, Marianne a commencé son travail de gestionnaire-là. Puis la clientèle, écoutez, ça, vous allez le vivre là, avec vos futurs collègues. Les gens sont fidèles en médecine vétérinaire. Et puis, les gens souvent disaient, le vieux vétérinaire, là, c'est mon vétérinaire. Puis, surtout en région, hein, on se rend compte à l'épicerie. Alors, ça, c'est un petit peu plus difficile pour Marianne, mais Marianne, elle est bonne avec les gens. Alors, c'est quand même assez très, très bien débrouillé, mais les gens sont fidèles en médecine vétérinaire. Alors, la transition, c'est pas facile quand même, mais avec le temps, on finit par les avoir, avec les efforts aussi. Et Marianne, c'est bien débrouillé. Aujourd'hui, j'arriverai, puis je suis sûr que je recommencerai à travailler, puis les gens diraient « Ah non, je suis habitué avec Marianne et maintenant, alors je reste avec Marianne. » Mais au début, je sais que c'était moins facile pour elle. Oui, en effet, ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai pratiqué quand même 2 ans avec Pierre. Ouais. Ils m'ont connue là. Mais dans le début de ma pratique, dès que je rentrais dans une salle, je voyais la déception des clients. Pas la jeune qui arrive. Puis parfois, je me suis fait dire, là, tu sais. Puis là, il voulait Dr. Héroux absolument. Parce qu'il était toujours habitué avec Pierre, puis il était toujours habitué avec sa façon. Pierre, il jase beaucoup. Moi, j'arrive, je suis assez réservée, je suis gênée. On apprend des choses à l'école, tu sais, on a des cours théoriques. C'est pas ça la réalité. Ils te posent des questions que tu n'as pas appris à l'école. Fait que ça a été assez difficile. Puis même lors de la transition, c'est sûr que Pierre, il a travaillé pour moi pendant 1 an. Fait que je pense que c'est assez particulier parce que je t'ai rendu sa bosse. Mais oui, c'est vrai que ça a été difficile au début. Les gens trouvaient que j'avais changé la vision de la clinique, que c'était pas comme avant. C'est sûr que les gens en région sont peut-être moins ouverts parfois. Par contre, moi puis Pierre, on avait la même vision. J'ai continué à procéder comme Pierre procédait pour les facturations. Tu sais, j'ai rien changé de ça. J'ai rien changé du temps de consultation et tout ça. Fait que le fait que Pierre était encore là, puis graduellement s'en allait vers la retraite, mais je pense que les gens ont appris à me faire tranquillement confiance, puis j'ai fait tranquillement ma place. Mais j'ai encore des clients que ça fait 4 ans que je suis propriétaire, 3 ans qui est à la retraite, qui me parlent encore de Pierre, surtout les madames. Merci à vous deux. Bérangère? Oui, donc Marianne a un peu répondu à ma question. La première, c'était de savoir si vous vous considériez là, comme leader naturel dès le départ ou vous pensez que ça peut comme s'acquérir au fil du temps. Puis je ne sais pas si vous me donnez la permission de parler d'argent. Pour acheter une clinique, on sait que ça coûte très cher. Est-ce que c'est possible d'avoir des prêts? Est-ce que c'est facile d'en avoir ou il faut tout de suite avoir un bon montant à mettre dès le départ? Je vais laisser Marianne répondre à ça parce que moi, j'ai pas eu... c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Non, je pense que... vas-y, Pierre, excuse. Ben, écoute, c'est juste... moi, il n'y avait rien. Alors, il fallait que
que je fasse un plan d'affaires et il fallait que j'aille chercher des fonds pour partir ma business. Et puis, j'ai eu aucun problème. Je suis arrivé à la banque et puis au départ, ils me demandaient d'avoir une signature de quelqu'un pour me backer. Puis finalement, j'ai pu emprunter ce que j'avais besoin pour partir la business là, sans problème. Vraiment, là, ça n'a pas été un problème un souci là, d'avoir un backup d'argent. Puis j'avais pas vraiment beaucoup d'argent non plus quand j'ai commencé. Pour mon côté, ça a été un petit peu la même chose que Pierre. Donc, au début, quand tu penses acheter une clinique vétérinaire, puis je me disais, mon Dieu, ça fait juste 2 ans que je pratique, je n'ai pas vraiment d'argent. Mais au final, bon, en allant voir le comptable, en allant voir les institutions financières, bien, j'ai réalisé que j'en avais pas vraiment besoin d'argent pour partir, pour pouvoir en fait acheter la clinique. C'est sûr qu'il y a des aides financières pour les jeunes entrepreneurs, il y a des bourses également qu'on peut avoir. Puis, il y a aussi, bon, la première fois, j'ai été assez surprise là, quand je suis allée voir la Caisse des Jardins où on m'a dit, bien, on te prête seulement pour le matériel, mais l'achalandage, on ne peut pas te prêter. Mais je ne les avais pas, les sous. Fait que je suis allée voir la Banque nationale, puis la Banque nationale ont vraiment un programme pour les professionnels de la santé qui font des prêts à 100%, autant pour la bâtisse que l'achalandage. Fait que c'est vraiment ça qui m'a permis d'acheter la clinique. Puis honnêtement, ça a été relativement bien. Il faut juste savoir bien s'entourer, se faire bien conseiller. Mais je pense que les jeunes entrepreneurs dans notre domaine, qui n'est pas un domaine qu'on fait vraiment faillite, pour l'emprunt, c'est assez simple. Merci. Roxane, est-ce que tu avais une question? Je pense qu'on va être sur les dernières minutes de ce breakout rooms. Bonjour Pierre. Ah, bonjour Roxane. J'ai travaillé pour Pierre avant de voler de mes propres ailes. Puis bon, comme tu sais, bonjour Marianne. On se connaît de nom et on s'est rencontrés une fois ou deux. En région, parce qu'on est à peu près dans la même région. Bon, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui venait de la région puis qui désirait venir. Est-ce que vous auriez des... Je pense à la relève et moi aussi, avec la COVID, j'avais l'impression que les gens découvraient la région, mais ils la découvrent, je crois, surtout pour le tourisme et de trouver la perle rare, le vétérinaire qui voudrait venir s'installer en région. Bon, je ne suis pas toute seule, là, on est quelques-uns, mais avez-vous des idées, des suggestions? En plus, on n'a plus de congrès, on ne voit plus personne en vrai. C'est difficile d'aller rejoindre les gens. Ouais. Je vois quelques jeunes, là, si ça vous intéresse, faites-nous Attends, on va vous... allez-y, c'est la dernière minute. OK. Bien, moi, ça a été quand même assez difficile. Là. J'ai quand même cherché longtemps, même quand Pierre, il travaillait pour moi pour avoir de la relève. J'ai même essayé de chercher des vétérinaires en France, tellement que je n'étais pas capable d'en trouver. Maintenant, j'ai un vétérinaire qui est employé, mais qui n'est pas associé. Je dirais d'essayer d'engager des étudiants, soit qui viennent de la région ou qui habitent généralement en région, même si c'est ailleurs. Fait que dès qu'ils sont en première année, on les accroche et go, le processus embarque. Je pense que c'est la façon la plus facile de les amener vers la région une fois qu'ils ont la piqûre de c'est quoi habiter en région. Merci. Ouais. J'ai pas de truc, Roxane. J'aimerais ça te donner un truc. Je sais que tu as le problème en question, là, mais moi, j'ai été chanceux. Marianne vient de la région. Alors, oui, peut-être d'attirer un nouveau finissant et puis de lui donner peut-être un peu plus que ce qu'on donnerait à quelqu'un, juste pour vraiment... le laisser goûter à la vie en région. C'est séduisant, la vie en région. On fait plein d'activités. Tout à l'heure, lorsque j'avais un blanc là, sur la question, c'était un peu ça. On a l'option en région de faire plein de choses et puis choses qu'on ne peut pas nécessairement faire en ville. Alors, la gestion, oui, comme Marianne disait, on en fait tous les jours, tout le temps, mais après ça, on a des belles récompenses en région. Là. On est dedans, là.
Je veux juste dire, Marianne et Pierre, si à un moment vous disparaissez, ne vous inquiétez pas. Ah, ben voilà, on a déjà perdu Pierre. C'est comme dans les films, là, ça disparaît. Je pense que Marianne va disparaître. Marianne a disparu. Et va réapparaître 2 autres personnes. Attendez. C'est comme avec la lampe de Alibaba. Ça va arriver. J'attends juste que les caméras se remettent. Ah, j'ai mon technicien qui m'écrit en même temps. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, ce premier duo. On apprend plein de choses sur comment ça fonctionne plus en région. Je voulais juste voir si elles étaient là, que je ne les voyais pas. Non, ils sont juste pas réapparus. Tout le monde doit être dans l'autre salle alors. Madame Hainaut est en train de parler. Ah. Désolée. Hop. Alors surtout, je voulais vous dire, ne soyez pas gênés. Ah, bonjour Lucie. Ne soyez pas gênés de poser vos questions, allumez vos caméras. Toutes questions sont... Des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit « Oh, ça a l'air débile ma question », mais pas du tout. Il y en a plein qui ont exactement la même question dans la tête, mais ils n'osent pas poser la question. Alors moi, je peux poser toutes les questions du monde, mais ce ne sera jamais aussi percutant que si vous posez les questions parce que vous êtes vous-même soit en formation vétérinaire, soit vétérinaire. Moi, je suis en formation marketing com, on en est très loin. Est-ce que Pamela, ta main est toujours levée, ça veut dire que tu commences, c'est ça? Ah ben formidable. Première question, Pamela. J'ai manqué l'opportunité de juste finir ma question de l'autre chat, mais je voulais juste avoir une idée de c'est quoi le minimum qu'on a besoin d'aide pour faire la gestion. Comptable, administrateur ou seulement un comptable, ils sont capables de pas mal faire tout les restes que gestion de personnel, gestion de la bâtisse, comme Marianne parlait. Est-ce qu'on est capable de s'en sortir avec une aide, 2, ou puis qui sont ces personnes-là? Je dirais que ça dépend de la grandeur de ton organisation, de ton entreprise. C'est sûr que si c'est une seule clinique avec un plus faible volume d'employés, tu peux en avoir plus sur tes épaules. Si tu as une plus grande clinique avec plus d'employés, tu peux en prendre moins sur tes épaules. Puis aussi, quelque chose que Lucie a apporté quand on était dans l'autre breakout room, qui était très pertinent, je trouve, c'est que présentement, on vit une pénurie d'employés, pénurie de vétérinaires. Puis ce qu'elle disait, qui parle beaucoup, puis qu'on vit tous les jours, c'est que c'est important de se mettre en tant qu'entrepreneur là où c'est le plus pertinent, là où on peut le mieux soutenir notre équipe. Puis présentement, c'est beaucoup plus sur le plancher en tant que vétérinaire ou aider par-ci, par-là, répondre aux besoins de notre personnel. Si on a des très jeunes vétérinaires, bien, d'être là pour les épauler, pour leur permettre de se développer puis de prendre confiance en eux. C'est beaucoup plus là que de faire de la comptabilité, de la tenue de livre, les payes. C'est des choses qui peuvent être déléguées. C'est des choses qui peuvent être déléguées à une firme comptable ou embaucher un comptable si le besoin est là. C'est-à-dire, ça dépend, disons, nous, on a maintenant 6 cliniques, bientôt 7. Donc, à 6 cliniques, c'est certain qu'on peut avoir un comptable. Mais quand on en a juste une, bien, je ne suis pas sûre qu'un temps partiel pour un comptable, c'est ce qu'on est capable d'offrir. Donc, c'est peut-être plus avantageux de faire affaire avec une firme. Donc, c'est vraiment, je dirais, de reconnaître quels sont nos besoins, puis en fonction de nos besoins, d'y aller avec ce qui est le plus important, mais en étant réaliste parce qu'on ne peut pas être partout. On est un peu partout en tant qu'entrepreneur, mais on a un certain nombre qu'on est capable. Donc, c'est important d'utiliser notre ressource là où c'est le plus pertinent. Puis là où c'est le plus pertinent, c'est de prendre soin de notre équipe pour continuer à avancer. Je ne sais pas si je réponds à la question. OK. Il y a aussi un des dangers en tant qu'entrepreneur, c'est de penser qu'on doit tout faire. C'est pas vrai. Tu ne deviendras jamais aussi bonne qu'un fiscaliste en fiscalité. Il faut aller chercher ces experts-là qui, au début, ça nous paraît être des dépenses, mais ce n'est pas vrai. C'est sécuriser l'entreprise, c'est partir sur des bases solides. Puis, prendre soin de ton équipe, toujours, mais encore plus en période de pénurie, c'est ta job principale présentement. Fait que tout le reste de ce qui peut être délégué, on le délègue. Fait que médecine, prendre soin de l'équipe,
c'est les deux priorités. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a une petite main levée ou je vais encore me lancer comme tout à l'heure? Bon, je me lance comme tout à l'heure. Est-ce que l'une ou l'autre a eu le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas si de devenir entrepreneur et vétérinaire. C'est toute ma vie. J'étais certaine que je ne serais pas acceptée en médecine vétérinaire. Puis après ça, j'étais certaine que j'allais être la moins bonne vétérinaire. Puis après ça, j'ai eu la possibilité d'aller travailler dans des cliniques, puis j'étais hésitante parce que je me disais, My God, ils vont tous être meilleurs que moi. Puis après ça, j'ai hésité à me lancer en affaires parce que je pensais que je n'étais pas capable. Mais je vous l'ai dit dès le départ, c'est le message à retenir. Le syndrome de l'imposteur, il faut apprendre à vivre avec. Il faut le dompter. Dans le fond, il sert aussi en affaires parce qu'il permet d'être mieux préparé. Hein? Parce que quand tu te dis, je ne serai pas capable, j'ai des chances, il y a des risques que je n'y arrive pas, bien, tu peux mieux préparer, puis finalement, ce risque-là n'arrive pas. Fait qu'il peut aussi être pris comme étant une force. T'sais? Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun d'entre vous qui est l'erreur de l'admission en médecine vétérinaire. Il n'y a aucun d'entre vous qui n'est pas capable de vous lancer en entrepreneuriat si vous vous mettez dans des conditions gagnantes pour y arriver. Mais c'est un mauvais syndrome, ce syndrome de l'imposteur-là. Alors, on le prend pour ce qu'il nous apporte, mieux nous préparer, nous emmener à nous dépasser, mais on le fait taire quand on l'a utilisé. Ça, c'est vraiment le message que je veux vous lancer. Et toi, Stéphanie, parce que tu étais quand même très jeune? Ben, le syndrome de l'imposteur. C'est toujours, hein? Toujours présent, mais il n'est pas là, il est là. Il nous quitte jamais. Puis, tu sais, comme Lucie a dit, je pense que c'est important de l'utiliser en notre faveur pour être mieux préparé, de se donner les outils pour réussir. Mais il va toujours être là. Comme il va toujours être en médecine, un peu présent, à se questionner, à se dire, est-ce que j'ai fait la bonne approche? Est-ce que j'aurais pu penser autrement? Est-ce que c'est la dernière actualité? Est-ce que tel spécialiste aurait fait pareil? On l'a toujours. Puis je pense que tous les entrepreneurs l'ont en vrai. Donc, si le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui nous limite à se lancer, c'est dommage. Parce qu'en vrai, quand on se lance en affaires, on n'est jamais 100% sûr. On a une petite étincelle qui nous dit « ça pourrait être vraiment trippant ». Mais on l'a toujours, le doute. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je vais faire les bonnes choses? Est-ce que je vais le faire de la bonne façon? Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que... On se pose toutes ces questions-là, c'est normal, ça fait partie, il faut vivre avec, puis il ne faut pas se limiter pour ça, parce que sinon, on n'évolue pas. Moi, là, je miserais pas mal plus sur un entrepreneur qui a un doute, qui se dit « My God, je pense que je ne serais pas capable », versus quelqu'un qui est sûr que tout va bien aller, puis que lui va être le meilleur, puis qu'il n'y en aura pas de problème. Hein? Je pense que ça, c'est moins gagnant que quelqu'un qui se dit « je ne suis pas sûre ». Tout à l'heure, il y a eu une question dans l'autre duo, puis je pense qu'on pourrait la reposer ici, financièrement. Parce que là, c'était en région, la question, ça prend quoi pour se lancer, par exemple, Stéphanie? Financièrement, bien, c'est sûr que ça dépend de l'achat qu'on va faire, puis avec qui on l'a fait. Personnellement, j'ai eu le privilège d'être avec des associés qui avaient un très bon historique bancaire, puis qui avaient qui était connue de la banque, qui était connue du milieu, donc ça a été beaucoup plus facile. Puis financièrement, oui, il faut toujours tout mettre en garantie parce que c'est quand même un prêt, mais il y a des mises de fonds qui sont plus impressionnantes que d'autres. Donc, je crois sincèrement que si on s'épaule des bonnes personnes, ça va être beaucoup plus facile que si on se lance tout seul. Parce que maintenant, des cliniques, c'est rendu très, très, très cher. Ouais, on rentre dans les millions de dollars. Là. Donc, c'est rendu très cher. Acheter cela tout seul, c'est un grand risque. T'sais, certains vétérinaires, s'ils se lancent tout seuls, vont devoir faire de la médecine sans salaire pour payer les dettes. Quand on est épaulé de personnes d'expérience qui ont un historique bancaire, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas sans risque, mais c'est beaucoup plus facile financièrement. Moi, j'ai eu le privilège de, sur ce point, peut-être l'avoir plus facilement. Oui. Il y a des fois des jeunes entrepreneurs qui m'appellent, ou des moins jeunes aussi, puis qui vont dire « j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat ». Pas des fois, en fait, chaque semaine, parle-moi-en. Puis, je leur demande toujours pourquoi tu veux être entrepreneur. Puis la mauvaise réponse, c'est parce que je veux un meilleur horaire, puis je veux faire plus d'argent tout de suite.
L'entrepreneuriat, c'est toujours une vision long terme. Quand tu es un entrepreneur, tu prépares demain. Tu ne vis pas pour aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ton investissement, il va te rapporter si tu sais comment gérer. Hein? Ce n'est pas un salaire, tu n'es pas un fonctionnaire, tu es un entrepreneur. Mais tu as des bonnes chances de faire plus de sous que si tu étais resté employé. Mais pas au début. Au début, c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. C'est un investissement émotionnel aussi. On est impliqué dans nos entreprises. Quand tu es capable d'aller voir la banque puis de mettre tout ce que tu as en garantie en disant « Crois à mon projet, tu as ma maison en garantie, tu as mes placements, ils te font signer, tu as tout en garantie. » Ça prend une implication, pas juste de temps, ça prend une implication émotive, ça prend une implication de cœur aussi. Il faut être à l'écoute de son monde pour que l'entreprise puisse grandir. Alors, ce que ça prend au début, ce n'est pas tant de l'argent que beaucoup de volonté, puis une capacité de vivre avec moins que si tu étais resté employé. Puis sur du long terme, bien là, c'est plus que si tu étais resté employé. Est-ce que ça répond un peu? Oui, c'est parfait, merci. J'ai vu que Joliane avait une question. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, je me demandais comment on fait pour passer d'une clinique, puis Docteur Hainaut et Nadeau, vous en avez maintenant 6. Est-ce que, dans le fond, c'est du réseautage? Vous connaissez un vétérinaire que vous entendez qui peut vendre la sienne, puis là, vous allez rapidement lui parler. Comment qu'on fait? Est-ce que vous avez des constructions qui sont neuves aussi parmi les 6? En fait, pour l'instant, on achète toujours des cliniques parce qu'on veut que les gens qui ont été propriétaires toute leur vie aient l'occasion de vendre à des vétérinaires québécois. Donc, on essaye vraiment d'acheter ces gens-là qui ont mis leur vie là-dessus. Donc, on n'a jamais parti de clinique. Comment ça se fait? Bien, c'est toujours des jeunes. Ça fait longtemps, nous, qu'on dit, hein, Steph, dans le fond, on n'achète pas de clinique, on associe une nouvelle associée. Fait que c'est presque toujours une associée qui vient nous voir, puis coaching, on commence à apprendre à connaître la personne, puis pouf, on trouve une clinique où cette personne-là peut aller. Fait que c'est comme ça que ça se fait. C'est beaucoup du réseautage. La médecine vétérinaire, c'est un petit monde. C'est pour ça qu'un des conseils que je peux vous donner, c'est impliquez-vous. Moi, je me suis impliquée à l'Ordre des médecins vétérinaires, je me suis impliquée à l'AMVQ, beaucoup, beaucoup. Je lève toujours la main quand il y a un comité. Quand ils m'ont appelé pour ça, je dis, ben oui, je vais le faire. Impliquez-vous, réseautez, apprenez à connaître le monde dans la profession. Vous avez l'impression que c'est vous qui allez donner, mais sur du moyen terme, là, ça va vous rapporter pas mal plus que l'effort que ça va vous coûter. Comprends-tu? J'avais une autre question, alors je ne sais pas si c'est pertinent, mais je vais quand même la dire. Quand on est employé salarié, vétérinaire salarié, est-ce que c'est des horaires qui sont assez fixes? Est-ce que de se dire que quand on devient vétérinaire entrepreneur, les horaires risquent de déborder beaucoup plus? Peut-être qu'il y a aussi cette insécurité de passer d'employé à entrepreneur, c'est la gestion de notre horaire pour qu'ils aient l'air d'avoir quand même un peu de sens dans nos vies actuelles. C'est sûr que quand on est entrepreneur, je ne dirais pas qu'on a un horaire. Dans le sens que quand l'équipe a besoin de toi ou quand ils ont une question importante ou qu'il arrive un imprévu, l'équipe compte sur toi. Peu importe. L'équipe compte sur toi et c'est ton devoir d'être là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que 24 heures sur 24, on est sollicité constamment? Non, non. On a aussi un peu de pouvoir sur notre horaire. C'est-à-dire qu'on a des horaires de gestion, des horaires de médecine. Donc, on peut quand même jongler avec notre horaire, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un horaire, puis il ne faut pas s'attendre à compter nos heures, parce que sinon, on va vivre très malheureux. Parce que cet investissement-là, on le fait pour notre équipe, on le fait pour nous. Quand on est salarié, on compte nos heures parce qu'on a le bénéfice du salaire derrière, qui vient être un petit peu la récompense. Quand on est entrepreneur, la cerise sur le gâteau, c'est de voir comment que ça grandit, comment que ça se développe. C'est vraiment valorisant, c'est vraiment gratifiant. Puis ça vaut, à mes yeux, ça vaut beaucoup plus qu'un salaire. Donc, j'aurais tendance à dire que si on pense avoir un horaire de 8 à 5, lancez-vous jamais. Comme entrepreneur, vous allez être malheureux. Mais si on a envie de construire quelque chose puis d'y mettre tout notre cœur, ça se fait. Puis aussi, c'est d'être en connaissance de soi, de connaître nos limites aussi.
concrètement, puis de savoir où investir notre temps, où c'est important, où c'est pertinent. Donc, je pense que si quelqu'un a de la volonté, si quelqu'un est moindrement travaillant, c'est tout à fait réalisable. Il ne faut pas se laisser apeurer par le nombre d'heures, mais il faut être en conscience de soi puis se dire qu'on va travailler fort puis qu'on n'aura pas un horaire. Mais quand j'ai, disons, par exemple, un texto le soir, je ne sais pas, il est 7 heures, je ne suis pas à la clinique, je reçois un texto, mais c'est un moindre effort puis ça me fait plaisir de répondre. Ce n'est pas comme s'il fallait que j'aille tout le temps à la clinique aider, ça c'est exceptionnel. Mais moi, je dirais, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu, mais je le dirais comme ça. Lucie, est-ce que tu voudrais être le mot de la fin? On n'a plus qu'une minute 30. Le mot de la fin, c'est réellement ça. Si vous êtes ici ce soir, il y a une petite voix en vous qui, une fois de temps en temps, vous dit entrepreneuriat. Je vous invite à prendre les moyens d'explorer ça. Pas nécessairement d'acheter une clinique demain. Donnez-vous la chance d'explorer, de comprendre. Puis, si vous avez l'impression présentement que vous ne serez pas capable, bien, franchissez les étapes une à la fois. Et tout s'apprend. Tout s'apprend. La gestion s'apprend. Comment on fonctionne avec un fiscaliste, ça s'apprend. Quand est-ce qu'on a besoin d'un avocat, ça s'apprend. Tout s'apprend, à condition d'avoir un cerveau qui veut l'apprendre, puis de ne pas exiger de vous la perfection. Donnez-vous le droit à l'erreur, parce que chaque erreur va servir votre expérience. Donc, est-ce qu'il y a des étudiants ou des jeunes diplômés qui souhaiteraient poser une première question à nos panélistes? Ah, je vois que Jérôme a levé la main. Vas-y, Jérôme. Oui, en fait, moi, ma première question, c'est pour Dr Théoret, en fait. Vous avez parlé qu'il y avait un nouveau cours d'entrepreneuriat qui avait été développé, puis je me demandais, est-ce que c'est celui-là à option de 4e année ou s'il y en a un autre? Parce que l'année passée, je voulais m'y inscrire, puis c'est peut-être pas possible, fait que je l'ai pris cette année, même si c'est un cours de 4e, puis je voulais savoir s'il y en avait un autre. Je crois bien que c'est celui-là. Il porte un sigle qui est de 4e année, puis de mémoire, je pense qu'on prend les étudiants qui sont le plus avancés dans le parcours. C'est offert pour que plusieurs différentes cohortes puissent le suivre, un peu comme le programme, celui qui est en développement international. Okay. Et donc, c'est accessible à plusieurs différentes cohortes, mais on privilégie les gens qui sont plus loin dans le parcours parce qu'ils sont plus près du moment où ils vont devoir se servir de l'information qui est dans le cours. Parfait. Excellent, merci beaucoup. Je pourrais te trouver le sigle, je vais essayer de le retrouver là, pour que tu puisses faire ta validation. Mais, je ne connais okay. pas par cœur. Parfait, excellent, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, moi, j'en aurais une, en fait, qui me brûle les lèvres parce que je sais que Dr Nadeau est toute jeune. Ça fait pas longtemps qu'elle a diplômé et je serais curieuse de savoir à quel âge on peut devenir associé. C'est une bonne question. Je pense que c'est plus une question de quand on est prêt, mais en même temps, on n'est jamais vraiment prêt, je dirais. Moi, je suis devenue associée à 25 ans. C'est sûr que je ne conseille pas fortement de se lancer tout seul en graduant, acheter une clinique sans personne pour nous aider, pour nous épauler. Je pense que c'est faisable, tout à fait. Moi, je l'ai fait jeune. On dit que ça n'arrive jamais quand on pense que ça arrive. C'est un peu ce qui est arrivé avec moi. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est d'être bien entouré. Parce qu'on va avoir plus de défis qu'on pense, on va avoir plus de connaissances à acquérir qu'on pense également. Puis même une personne qui a une très bonne confiance en elle va frapper des murs, va frapper des défis. Puis ce qui fait, du moins en ma personne, ce qui a fait de notre plus grande force, c'est la force de l'équipe. D'être épaulé, on a une coach en ressources humaines qui est extraordinaire, qui nous aide aussi à être la meilleure personne pour nos employés. Mais d'être une équipe, c'est très réalisable quand on est jeune. Super. Docteur Reynaud, est-ce que vous avez des points aussi à ajouter par rapport à ce point? En fait, c'est que des fois, les gens vont dire je vais attendre de faire ma famille, hein, parce que c'est beaucoup des femmes en médecine vétérinaire. Donc, des fois, on va se mettre une barrière et dire je vais attendre de faire ma famille avant d'être associée. C'est plus ou moins vrai. Parce que si tu te lances dès le départ, bien justement, tu as plus de temps pour le travail parce que tu n'as pas la famille qui dépend de toi. Fait qu'il ne faut pas se mettre comme un objectif, je vais le faire après
On le fait quand l'opportunité se présente, mais surtout quand les valeurs auxquelles on croit, on va pouvoir les servir dans l'entreprise. Parce qu'être bien dans un travail, ben, il faut que nos valeurs soient les mêmes à l'entreprise que les nôtres. Fait que, réellement, là, se mettre une contrainte d'âge, ça ne donne rien. C'est quand on a l'opportunité, qu'on se sent prêt, puis qu'on va avoir l'énergie de s'investir là-dedans. Parce qu'apprendre, c'est beaucoup d'énergie. Puis l'entrepreneuriat comme tel, c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est double énergie au début. Donc, c'est de savoir oser, mais aussi peut-être aussi bien s'entourer avec ce que Dr Nadeau disait. Tellement, tellement. Oui. Très intéressant. Je vois que Marie-Geneviève Fortin a une question. Oui, en fait, Dr Hainaut vient de répondre à une grande partie de mes questions, là, justement concernant la famille et tout ça. Mais en fait, j'avais une autre question. Est-ce que vous conseillez d'attendre avant de se lancer en affaires, de prendre quelques années d'expérience ou c'est vraiment difficile de combiner dès le début les deux? Je me souviens d'avoir eu la conversation avec Steph au début. Puis elle était réellement, Steph Nadeau, là, qui est avec nous, puis elle était très, très hésitante à se lancer en affaires. Puis c'est Evelyne, mon associée, Dr Evelyne Joubert, qui avait eu, je trouve, la meilleure allégorie. Elle disait, tu sais, un enfant qui apprend à parler deux langues quand il est tout petit, hein? Peut-être qu'il va parler moins rapidement que l'enfant qui apprend juste le français. Mais toute sa vie, il va être complètement bilingue. Il va passer de l'anglais au français sans jamais réfléchir. Donc, Steph, on a trouvé des moyens de l'accompagner à faire grandir sa médecine, puis on l'a accompagné au max au niveau de la gestion. Ça reste que, je vous le dis, l'entrepreneuriat, ça a l'air glamour comme ça, c'est exigeant. Il va y avoir beaucoup de larmes, beaucoup de sueur derrière chacun des succès, mais il y a une belle valorisation. Puis de contribuer quand on est jeune, il me semble que c'est hot. Parce que vous autres, ça va être votre profession pour les 30 prochaines années. En devenant entrepreneur, on l'influence plus efficacement, cette profession-là. Fait que mettez-vous pas de contraintes d'âge. C'est pas vrai. Puis on y arrive toujours à être parent en même temps qu'être entrepreneur. Ça s'apprend. L'organisation qui vient derrière, ça s'apprend. Ça répond aussi, Marie-Geneviève? Oui, ça répond vraiment. J'ai une autre question, en fait, mais peut-être que je pourrais laisser le tour à Noémie Chassé, puis ensuite revenir. Non, tu peux poser ta question. OK, parfait. En fait, bon, là, en disant ça, ça m'est sorti de la tête. Je suis un peu nerveuse d'avoir ouvert mon micro. Je vais y repenser. Pas de problème. Prends ton temps. Donc, peut-être, je ne sais pas, Dr Nadeau, est-ce que vous aviez aussi quelque chose à dire par rapport à ça? En fait, oui. Ce qui pourrait être pertinent de savoir aussi, c'est que quand on se lance en tant qu'entrepreneur puis qu'on commence la gestion, peu importe l'âge qu'on va avoir beaucoup de notions à apprendre. On va avoir aussi de l'essai-erreur. Hein? C'est dommage, mais c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est d'essayer des choses puis finalement réaliser ce qui fonctionne moins bien. Donc, ce que je peux dire aux plus jeunes, c'est que peu importe l'âge à laquelle on se lance, on va avoir nos défis. Puis peu importe le stade de notre vie, on va avoir des défis associés à notre stade de vie. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui nous passionne, qui nous donne le goût, puis on a vraiment la drive, si je peux me permettre, je pense qu'il faut saisir les opportunités. Puis si les opportunités arrivent quand on est jeune, ce serait dommage de rater le bateau parce qu'il est parti. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ouais. Saisir les opportunités quand elles viennent à nous. Oui, ouais. C'est comme un petit hamster, hein? Faut vraiment se faire confiance, hein? Ouais, puis se lancer. Elle parle bien, mon associée, je trouve. Marie-Geneviève, est-ce que ta question est revenue ou je me tourne vers Noémie? Ma question est revenue. Est-ce que c'est le partage entre entrepreneuriat et pratique sur le plancher, pratique de la médecine vétérinaire se fait quand même bien? Parce que j'aimerais vraiment me lancer en affaires, mais je ne veux pas perdre ma médecine vétérinaire. Je veux travailler dans les salles avec les animaux, puis je veux faire ma médecine. Moi, je suis vétérinaire, Marie-Geneviève, depuis 20 ans, puis je pratique. Je pratique au moins 24 heures par semaine, mais quand tu es entrepreneur, tu es au service de ton équipe. Ça veut dire que quand les gens prennent des vacances, ben, j'en prends plus. Hein? Quand j'ai des bébés vétérinaires sur le plancher, ben, je pratique plus parce qu'il faut les accompagner pour bâtir leur confiance. Fait que
moi, je suis d'abord et avant tout médecin vétérinaire. Ce qui me nourrit, c'est d'être vétérinaire. Fait que si j'avais voulu juste être en affaires, j'aurais fait le HEC ou bien j'investirais en bourse. Tu comprends? Je suis médecin vétérinaire et je suis en affaires pour servir la profession parce que j'aime ça, développer. Mais je ne me vois pas, moi, pas pratiquer. J'espère pratiquer toute ma vie. Tu sais. Un gros merci. Docteur Nadeau? Je trouve que la beauté de la chose, c'est de jongler entre les deux. C'est beau parce que la médecine grandit, puis en tant qu'entrepreneur, on a le pouvoir un peu entre nos mains de faire grandir notre clinique, puis de faire évoluer la médecine, de suivre les tendances des spécialistes. Puis c'est un petit peu en notre pouvoir. On va suivre ce que les équipes nous conseillent, on va suivre ce qui les passionne, ce qui leur donne envie d'avancer. Mais au final, c'est un petit peu entre nos mains d'une certaine façon. Donc, je trouve que c'est tellement valorisant d'avoir ce pouvoir-là, de faire évoluer notre clinique pour être aux dernières actualités. Mais aussi, c'est tellement agréable d'avoir l'autre parcelle, d'avoir la parcelle médecine, mais d'avoir la parcelle travail sur soi, développement, qui sert, oui, en clinique pour notre travail, mais qui sert dans toutes les parcelles de notre vie. La communication, c'est plus important qu'on pense. Puis depuis que je suis en gestion, un exemple aussi simple pourrait être de « Ah, je comprends pas pourquoi tel ami, quand on discute de telle chose, elle me dit ça, je comprends vraiment pas. Je me sens attaquée ou je partage pas son opinion, tandis que là, je comprends. » C'est comme on apprend d'autres langages, puis ça nous sert partout. C'est incroyable comment ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des horizons. Donc, moi, je pense que c'est une belle force de vraiment jongler avec les deux. Oui, ça fait que j'ai le mot propulsion en tête, mais dans le fond, c'est un complément. Ça amène votre mission, votre passion plus loin, au final. Tout à fait. Ouais. Intéressant. C'est aussi que quand tu es entrepreneur, tu es ton premier instrument de travail. Hein? Fait que tu dois tout le temps être en conscience de toi. Parce que comme tu as du pouvoir sur les gens et sur les choses, la façon dont tu agis est jugée, beaucoup plus que si tu es employé. Donc, tu es tout le temps en train de travailler sur toi pour mieux comprendre les autres, mieux influencer, mieux t'organiser. C'est pour ça que je pense que la jeunesse, ce n'est pas un obstacle à l'entrepreneuriat. Parce que justement, on est peut-être plus capable de s'adapter quand on est jeune. Mais être entrepreneur, c'est d'accepter que nous, en tant qu'humains, on va toujours être en développement. Toujours. C'est réellement un gros travail sur soi pour devenir un leader inspirant que les gens ont envie de suivre, mais aussi pour motiver son équipe, les comprendre et les emmener au meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Fait que dans tout ça, moi, je ne vois réellement pas la jeunesse comme un obstacle. Super intéressant. Merci, mesdames. Je vais me tourner maintenant auprès de Noémie qui a une question. Oui, mais je voulais savoir, dans le fond, quand vous êtes lancé en affaires, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? C'était quoi votre plus grand défi là, en tant que gestionnaire, entrepreneur? Veux-tu commencer, Steph? Ouais. Ça a été, puis là, je me mets en vulnérabilité, là, j'aime pas ça, mais ça a été de développer mon écoute. Je pense que je pourrais me décrire comme quelqu'un qui aime foncer, qui aime aller de l'avant, qui est très extraverti. Puis en contrepartie, notre grand défaut, c'est de pas toujours avoir la meilleure écoute. Puis ça a été très difficile pour moi de faire face à cette réalité-là. Puis de réaliser qu'il fallait que je travaille sur moi, qu'il fallait que je devienne une meilleure personne pour que mon équipe soit bien, que mon équipe soit heureuse, qu'ils sentent qu'ils sont importants parce qu'au final, c'est important. Mon équipe, c'est comme mon premier bébé. Je n'ai pas encore d'enfant, c'est vraiment, franchement, c'est mon premier bébé. Puis de ne pas réussir à transmettre au départ tout cet amour-là que j'avais pour eux, j'ai trouvé ça très, très difficile. Quand Lucie vous dit qu'il y a eu des larmes, il y a eu des larmes, beaucoup de larmes. Puis, heureusement, notre coach en RH nous a beaucoup aidés. Lucie, je pense que je l'ai déjà appelée à minuit, bien des fois. Puis, elle me donnait des trucs, elle me donnait des outils pour prendre soin de mon équipe parce qu'au final, être entrepreneur, la chose la plus importante, c'est prendre soin de ton équipe parce que si tu n'as pas d'équipe, tu vas nulle part. Mais si tu prends soin de ton équipe, tu peux gravir des montagnes, tu peux développer à un point impressionnant, c'est fou. Donc, moi, mon grand défi, ça a été vraiment de développer mon écoute, puis de réaliser que
on est tous imparfaits. Puis qu'on doit on a tous des défauts, mais quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix de travailler sur tes défauts. Ouais, une belle leçon de vie, je trouve. De mon côté, moi, la première clinique que j'ai voulu acheter, ça a été un échec. Je n'ai pas réussi à acheter. Puis je m'en souviens d'être au congrès. Ça avait été annoncé que j'achetais, puis d'être au congrès vétérinaire, puis des représentants me disaient « Ah, tu sais que tu es le sujet, hein? On sait que ça n'a pas marché. » Puis d'être tellement petite, puis penser que finalement, je ne serais jamais une entrepreneur. Puis c'est après que, en médecine vétérinaire, on est habitué à avoir des bonnes notes, à super bien performer. L'échec, hein, on est comme drivé à ce que ça n'existe pas parce qu'on travaille tellement fort pour rentrer dans le programme qu'on voit l'échec comme la pire des critiques. Puis, à un moment donné, tu apprends à comprendre que l'échec, dans le fond, c'est juste une rétroaction. C'est juste de dire la façon dont tu as agi là-dessus, tu n'as pas amené le résultat escompté. Puis là, tu comprends qu'un échec, dans le fond, c'est un demi-succès, à condition que tu aies voulu apprendre quelque chose de ça. Si tu veux rien apprendre de ton échec, bien, tu vas rester dans cette situation-là. Si tu es capable de te mettre en auto-analyse, pas de te flageller puis de te dire à quel point tu es poche, de te dire qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que moi, de prendre responsabilité, qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire autrement là-dedans, bien, ton échec, il n'est plus un échec. Fait que moi, je vous le dis en toute sincérité, des échecs, j'en ai beaucoup dans ma carrière. Beaucoup. Donc, le premier établissement que j'ai voulu acheter, comme je vous dis, c'est une vente qui n'a pas fonctionné, pas en ma faveur, en tout cas. Puis maintenant, je suis rendue à 6, puis on est en train d'acheter la 7e. Fait qu'il ne faut pas se laisser décourager. Ouais, tout à fait. Je me tourne vers Karine qui a une question. Oui, donc en fait, moi, je me demandais, c'est plus dans un contexte de pénurie de vétérinaires, comment vous faites pour gérer? Parce que j'imagine tout le temps que vous passez en gestion de clinique, c'est des heures de moins que vous avez sur le plancher, mais en même temps, comment vous faites pour jongler avec le fait d'être médecin vétérinaire et la gestion de la clinique un petit peu? En fait, Karine, l'économie, c'est un cycle. Moi, une grande partie de ma carrière, on a couru après les clients. Hein? Le défi, c'était de faire rentrer le client en clinique, de convaincre les gens de la pertinence de venir dépenser leurs sous en médecine vétérinaire. Là, on court après les ressources. Hein? Mais l'économie parfaite, là, où est-ce qu'on va avoir assez de ressources, assez de clients, ça va être une infinité petit dans le temps. Hein? C'est pas quelque chose qui va arriver. Fait que, comment on jongle avec ça? Bien, c'est sûr que les équipes ont besoin de plus de soutien. Fait que, au niveau de la gestion, il faut qu'on regarde en tant qu'entrepreneur où est-ce qu'on est le plus utile. Comme par exemple, tu n'es pas utile, ton temps n'est pas maximisé quand c'est toi, par exemple, qui va faire une tenue de livre ou qui va faire les payes des employés. Tout ça, c'est des choses qui se délèguent à l'externe pour que toi, ton temps en tant qu'entrepreneur, il soit mis à prendre soin de ton équipe, puis ta médecine. Et il faut vraiment repenser. Puis des fois, on va lire, il faut innover pour être entrepreneur. Puis il y a comme une confusion qu'on fait entre innover puis inventer. Innover, là, c'est pas inventer. Innover, c'est repenser la façon de faire les choses pour les faire de façon adaptée à ce qu'on vit maintenant. Donc, la pénurie du personnel, elle implique une innovation pour qu'on puisse mettre notre temps où est-ce qu'il est le plus utile. Et elle engendre un surplus de travail, c'est sûr. C'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, il faut décider que dans notre sphère de vie, on va donner plus de temps au travail, à l'entreprise, que si on était employé. En même temps, il y a une belle valorisation derrière ça aussi. T'as répondu, Karine? Oui, très bien, merci. Docteur Nadeau, est-ce que vous avez un Rien à ajout? rajouter, c'était parfait comme réponse. Non. J'ai vu, il y a peut-être 2 minutes qu'il nous restait 5 minutes. Je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? Ah, je vois qu'il reste 1 minute. Donc, qui veut se lancer et poser une dernière question? Oui, docteur Théoret. En fait, c'est peut-être une question qui prendrait plus de temps que la minute qui nous reste, mais j'imagine que
tous ceux qui sont des aspirants entrepreneurs se questionnent un peu sur le risque financier. Puis comment vous l'avez maîtrisé, ce risque-là, ou comment vous vivez avec ce risque-là? Quelqu'un de jeune comme Stéphanie, par exemple, comment tu perçois ce risque-là? Comment tu le maîtrises? Comment tu vis avec? C'est sûr que le risque n'est pas le même si on se lance tout seul versus en équipe. En ce sens qu'on a déjà un certain historique à la banque, une certaine rentabilité qui est connue d'une certaine façon, ce qui est très rassurant aussi. Pour ce qui est de ma part aussi, ce qui est rassurant, c'est oui, l'historique de mes associés, ce qui fait en sorte aussi qu'à la banque, ça passe mieux, mais c'est rassurant d'être avec des personnes d'expérience qui ont déjà, d'une certaine façon, développé une recette gagnante. Donc, c'est très rassurant au niveau du risque, mais en tant qu'entrepreneur, c'est certain qu'on n'a pas le choix d'avoir une certaine tolérance au risque parce que le risque zéro n'existe pas. Mais je dirais que quand on est bien épaulé avec des gens d'expérience, c'est un risque qui est tout à fait soutenable, je dirais. Oui, ça se vit bien. Docteur Hainaut, je pense que c'est votre chance. J'ai vu que vous allez changer bientôt, mais peut-être qu'on peut se lancer avant votre départ. Dans le fond, rapidement, là, le risque, c'est aussi une possibilité. C'est une opportunité. Hein? Puis quand on parle d'un risque calculé, ça se fait de calculer son risque. Donc, c'est sûr qu'au début, quand on part en affaires, on ne pourra pas avoir le confort de quelqu'un qui est en affaires depuis aussi longtemps. Peut-être, par exemple, depuis 30 ans. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une tolérance au risque là, incroyable. Mais si tu crois en ton projet puis que tu le sécurises, ce projet-là, le risque en médecine vétérinaire, ce n'est pas un risque de restaurant non plus, là. On est capable de vivre avec. Hein. On a des entreprises qui peuvent être rentables. Mais toujours parce que justement, on prend ce risque-là, on met notre maison en garantie à la banque, on met tout ce qu'on possède en garantie à la banque pour dire « je crois à mon projet », on va y mettre le temps. Puis on va accepter, toujours mon même message, de travailler sur nous pour rentabiliser cette entreprise-là. Est-ce que ça répond un peu, Dr. Théoré? Merci. Superbe. Ben, on a Dr. Héroux et Dr. Saint-Germain qui se sont joints. Dr. Nadeau, Dr. Hainaut, je pense une question de temps avant que vous soyez assignés à la seconde salle. Vous êtes pris avec nous. Ils ont quitté. Parfait. Avec moi. Donc, il reste Dr. Nadeau. Oui, je pense que c'est bon. Le transfert a été effectué. Superbe. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions concernant l'entrepreneuriat en région, l'achat à la vente aussi que Dr. Héroux et Dr. Saint-Germain ont vécu ensemble? Est-ce que des gens qui veulent se lancer? On n'a pas vécu oui. ensemble. Non. Ben, le processus comme tel, donc vous avez fait la transition tranquillement aussi, j'imagine. J'imagine qu'il y avait des éléments à tenir compte pour que tout se passe bien. Marianne a commencé à travailler pour moi à la première année en médecine vétérinaire comme étudiante. Alors, ça a commencé vraiment tranquillement et progressivement pendant 5 ans. Puis après ça, elle a travaillé 2 ans pour moi avant de devenir propriétaire, avant que moi, je travaille pour elle pendant 1 an. Alors, voilà, le processus. Je pense que ça s'est fait naturellement. Projets, oui, mais au départ, quand j'ai commencé à travailler pour Pierre en tant qu'étudiante, Pierre, on pensait s'associer, puis que Pierre reste quand même un autre 5 ans. Puis finalement, elle reste un petit peu moins longtemps que prévu. Puis à 60 ans, il fait sa retraite. Puis c'est bien. Fait que nos projets ont été différents. Moi, j'ai acheté complètement. Puis Pierre a pris sa retraite après. OK. Oui, c'est ça. Le mot qui me vient en tête, c'est les mots plus ça s'est fait naturellement, tranquillement, oui. sans. Oui, en effet, oui. C'était. Au départ, c'est toujours dur de prendre sa retraite, hein? Puis, à un moment donné, oui, non, c'est vrai, c'est dur de dire, parce que tu as l'impression que tu peux être encore utile,
puis dans ton domaine. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, hein, et la vie passe vite. Alors, moi, j'ai dit, OK, je saute. Et puis, tu vois, je suis pris dans un OBNL à travailler 3-4 jours par semaine, là, et malgré toutes les activités que j'ai en région, là, ici. Là. Alors, ouais, c'est ça, on est occupé ici. Ouais, c'est en vous, hein? Vous aimez avoir des défis puis des nouveaux projets. D'être actif, tout simplement. Moi, c'est le message que je veux envoyer aux jeunes. Hein? Tu n'as pas besoin d'avoir une fibre d'entrepreneur, en tout cas, pour partir ou acheter une clinique, ou tu as juste besoin d'être bien entouré. Et c'était mon cas. Je me suis entouré de bonnes personnes. Et puis, moi, j'avais vraiment pas la fibre de gestionnaire et d'entrepreneur. Et puis, moi, j'avais la fibre du gars qui voulait profiter de la vie. Tu sais, et je voulais partir de la clinique et faire plein de choses et non compter mes chiffres puis le soir et faire des prévisions. Et c'était vraiment pas ça. J'avais beaucoup trop de choses à faire. Ouais. Ben, je vais me tourner vers Jérôme qui a une question. Oui, en fait, j'ai un peu le même style de vie que Dr. Héroux à vouloir sortir de la clinique le plus souvent possible. Fait que je sais que la question a été posée tantôt avec Dr. Hainaut, mais je voulais avoir la réponse d'un aspect plus de la part d'un entrepreneur qui possède, de ce que j'ai compris, 100% des parts. Donc, je me demandais à quel point on peut faire des gestes délégués, à quel point on peut déléguer des choses en gestion quand on est 100% propriétaire. On délègue beaucoup pour ma part. Je suis un peu comme Pierre, donc j'aime beaucoup la vie. Je suis une fille de plein air qui fait beaucoup de sport. J'adore mon travail, donc j'adore être vétérinaire. Le côté gestionnaire, comme qu'on en parlait dans l'autre salle, c'est qu'en région, il y a aussi le fait qu'on se retrouve parfois seul. Puis oui, je voulais dans ma vie avoir une clinique vétérinaire, mais c'est aussi parfois acheter une clinique vétérinaire seule. Moi, je délègue beaucoup pour ma part, donc tout ce qui est côté, j'en fais de la gestion, j'en fais au quotidien, j'en fais, mais tout ce qui est comptabilité et tout ça, ben moi, c'est moins mon domaine, ça m'intéresse moins. Donc ça, ben, puis j'en fais, mais la plupart du temps, c'est délégué par d'autres personnes. Puis en fait, c'est d'autant plus payant, puis plus le fun aussi de continuer à travailler. Que juste faire de la gestion. Puis, en étant en région, c'est que les clients, ils veulent des rendez-vous. Fait que si tu fais seulement de la gestion, bien là, il y a des gens qui attendent pour avoir des rendez-vous. Donc, je dirais que je travaille 5 jours semaine comme vétérinaire. Puis, entre-temps, je fais de la gestion un petit peu plus le soir, les fins de semaine. Mais éventuellement, ça serait peut-être un après-midi par semaine que je préfère la gestion. Parfait, merci beaucoup. Moi, je n'en faisais pas de gestion, pratiquement pas. Écoute, je gère quand je suis à la clinique, lorsque je travaillais, mais après, les chiffres, c'est pas moi qui s'occupais de ça. Je me disais quand j'avais ma clinique, bon, je fais mon gros possible pour donner un bon service à ma clientèle et de donner un bon service vétérinaire. Puis, j'essayais de faire des urgences à l'époque. Hein, on faisait nos urgences et puis on travaillait le lendemain matin, puis on faisait la césarienne à minuit le soir, puis le lendemain matin, les rendez-vous arrivaient. Moi, mon travail, je travaillais très fort en médecine vétérinaire et puis je gérais les choses du quotidien lorsque j'étais là, mais après, je laissais ça à d'autres parce que j'avais vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Je fais plein de sports, je fais plein d'activités. Et puis, d'ailleurs, je continue à en faire. Là, puis, ouais, c'est un peu ça. Faut déléguer. Oui, bien important. Sinon, on est surmené, j'imagine, si on ne délègue pas. Oui, bien là, on coupe. Mais là, on coupe où? On coupe sur les urgences, on coupe sur le travail, le service à la clientèle. Quand tu es seul, là, j'entends, à un moment donné, tu as des limites aussi. Puis moi, j'en avais, alors je savais que il ne fallait pas que je les dépasse, c'était inutile. Là. Oui, effectivement, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Là. Ouais. Super. C'est quoi, en fait, les défis? Ce
c'est une question plus de mon côté, mais en fait, j'ai comme 2 questions dans une. La première, est-ce que vous croyez que c'est plus facile d'être entrepreneur en région dans le sens qu'on a plus d'opportunités de le devenir? Et la deuxième, c'est quoi les avantages, en fait, de pratiquer aussi en région? C'est quel avantage que vous observez de votre expérience? Attends un petit peu. Là, tu dis, c'est quoi? Répète-moi ça, Karine, je n'ai pas bien compris. Parce en que fait, là, il y a 2 questions. Oui. Je me demande, en fait, en région, est-ce que c'est plus, je ne vais pas dire que c'est plus facile, c'est pas le bon mot, mais est-ce qu'on a plus d'opportunités à devenir entrepreneur que si on était en ville, par exemple? Ah, ça dépend. Écoute, c'est toujours une question de marché, hein? Parce que, tu sais, si tu fais une étude de marché puis que ton étude te sort qu'il n'y a pas de place pour un autre vétérinaire, que tu sois en ville ou que tu sois en région, c'est une question d'opportunité. Je ne dirais pas qu'il y a plus d'opportunités, mais il faut savoir lire aussi comment ça évolue, comment les régions évoluent, à quelle vitesse mais être là au bon moment. Mais comme tel, je ne dirais pas qu'il y a plus de défis. Les défis en région, c'est les gens sont très familiers avec leur vétérinaire. Hein? On les voit en faisant l'épicerie, on les voit partout, les gens. Puis, quand il y a un autre vétérinaire qui arrive et qui commence, qui débute sa propre entreprise, ben, il y a un défi, là. Il y a un gros défi parce que la fidélité est grande. Mais je présume qu'en ville, ça doit être à peu près la même chose quand même. Oui, puis il y a des avantages aussi en région, la qualité de vie. Ben oui. Ben oui. Intéressant. Moi, c'est ce qui m'a amené en région. J'ai parti ma clinique parce que je voulais vivre en région. J'avais déjà 37 ans, moi, quand je suis sorti. Alors, je savais un petit peu plus peut-être où je voulais être. Et puis, les avantages, écoutez, vous n'avez pas assez de temps pour que je les nomme, là. Il y en a trop, là. Il y a plein d'avantages de vivre en région, là. C'est sûr qu'il y a des désavantages, peut-être financiers. C'est sûr que la clinique de Marianne, dans 20 ans, elle n'aura peut-être pas la même valeur que si elle était à Saint-Jérôme ou à Montréal, là, dans 20 ans, là, parce que la même clinique, quand j'ai vendu ma clinique à Marianne, cette clinique-là, si elle avait été en ville, ben là, ça n'aurait pas eu le même chiffre d'affaires, il y a plus de monde, c'est différent, là. C'est sûr qu'il y a la relation de sous est importante aussi, mais il y a tellement de belles choses à faire en région. Mais oui, tout à fait. Je ne dirais pas que c'est nécessairement plus facile d'avoir une entreprise en région. Il y a peut-être le côté où on a peut-être moins de compétition. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que quand je suis arrivée, Pierre allait éventuellement prendre sa retraite. Donc, veut pas, mais peut-être qu'en région, comme qu'on en parlait les deux, mais ça faisait un peu partie de nos optiques d'acheter ou de partir, dans le cas de Pierre, une clinique, parce qu'après ça, on se retrouve un peu seul. Donc, d'emblée, on devient entrepreneur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Moi, pour ma part, je le voulais. Mais il y a plein d'avantages d'avoir sa clinique en région. C'est sûr que c'est plus petit, mais moi, de mon côté, je ne tiens pas à avoir une grosse clinique vétérinaire. J'aime bien une petite clinique vétérinaire qui est familiale, que je sois proche de mes clients, mais aussi de mes employés. Donc, on est vraiment une famille, on est vraiment proche. Puis, c'est pas parce que en fait, pour moi, tout le monde est au même niveau. Donc, ma réceptionniste est aussi importante que mon vétérinaire. Ça, c'est vraiment important. D'en prendre soin aussi parce que ce qui est difficile, c'est de garder ces gens en région. Des fois, nos employés, ils ne viennent pas d'ici. Ou je vois Émilie qui nous écoute, Émilie Lalande qui travaillait pour Pierre. Mais en fait, Émilie, son chum, ne s'est jamais trouvé d'emploi dans la région. Donc, c'est difficile de garder aussi ses vétérinaires, ses employés. Parfois, il faut trouver de la job pour leur chum, trouver des garderies pour les enfants et tout ça. Ce que peut-être qu'on a moins à faire à Montréal. Mais sinon, d'être proche de la clientèle, c'est familial, c'est peut-être plus difficile parce que quand moi j'ai acheté, en fait, quand j'ai commencé à travailler en clinique avec Pierre, tout le monde voulait Pierre, personne ne voulait moi. Tout le monde aimait Pierre. Fait que de prendre sa place, la petite jeune qui arrive, qui ne connaît pas trop ça,
C'est plus difficile, mais en même temps, Pierre, il a su vraiment bien m'intégrer, puis il parlait de moi aux clients pour que les clients comprennent qu'éventuellement, il faudrait qu'ils me fassent confiance. Fait que ça a été vraiment un avantage. Le désavantage, oui, parfois d'être seule. Donc, ça fait partie des désavantages. Là, moi, j'ai un collègue avec moi, mais j'ai quand même pratiqué 1 an et demi seule. Puis il y a aussi de connaître ses limites. Fait que, comme Pierre disait, tout le monde se connaît en région. Fait que tu as un ami d'un ami, tout le monde finit par savoir ton numéro de cellulaire, il te contacte par Internet. Fait que de savoir établir ses limites, de ne pas toujours dire oui, je pense que moi, c'est mon côté que ça a été le plus difficile là, de mettre ses limites parce que sinon, tu es vétérinaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis là, tu n'as plus de vie. T'sais. Fait qu'il faut savoir en région, vu qu'on n'a pas de centre d'urgence proche, là, savoir établir ses limites. Oui, s'écouter. Docteur Théoret. Ah, Émilie, vous voulez compléter? J'avais une question pour Marianne et une pour Pierre. Pour Marianne, je voulais savoir comment tu as vécu ça justement d'être toute seule au départ. Est-ce que tu avais envisagé qu'est-ce qui pourrait arriver si tu avais des problèmes de santé, qu'il pourrait avoir un bris de service, que tu serais vraiment toute seule, que tu n'aurais personne pour te remplacer? Comment tu as abordé ça? Pierre restait 1 an avec moi. Mais je l'ai quand même vécu parce que j'ai eu un hernie discale. Fait que j'ai eu vraiment des grosses douleurs de dos où que j'ai vraiment eu de la misère à travailler, que j'allais me coucher entre chaque client, que je pense que je pleurais à chaque jour parce que je n'étais plus capable. Fait que ça, c'est le côté vraiment difficile parce que je me disais, je suis une jeune entrepreneur, il faut que je continue à faire rouler ma clinique. Puis j'ai des employés. Tu sais, mes employés, ils voulaient être payés. Je ne pouvais pas mettre tout le monde sur le chômage. Donc, ça a été quand même difficile. Puis même avec, il y avait Réseau aussi, mais tu sais, à long terme, c'est peut-être moins accessible quand tu commences à être vétérinaire. Tu sais, tu veux avoir un salaire, mais tu es moins capable de pratiquer. Mais en même temps, payer un vétérinaire, c'est comme trop dans tes frais de départ. Tu sais, c'était pas prévu. Tout se fait, tu sais, en fait, j'ai réussi à m'écouter, puis à diminuer mes heures, puis mes employés ont fait beaucoup, beaucoup pour moi, fait qu'à ce moment-là, tu sais, tous mes employés prenaient la charge de beaucoup de choses, fait que j'ai pu délaisser plein de travail que je faisais. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi, mais tu sais, c'est ça, être en région, parfois, il y a des imprévus que malheureusement, tu peux pas t'en attendre. Docteur Théoret, vous avez une question? Oui, ma question, elle portait. Je suis curieuse de savoir à quel point, en tant qu'entrepreneur, vous utilisez des outils de télésanté pour favoriser l'efficacité du flux de travail, puis de votre clinique, mais offrir aussi la possibilité à vos clients d'améliorer la continuité des soins, par exemple, dans une situation où peut-être vous avez une surcharge, puis vous n'êtes pas en mesure d'accueillir des clients en personne tout le temps. Est-ce que vous faites du triage par télésanté? Est-ce que c'est des outils que vous avez développés à votre clinique? Oui, tranquillement, tu sais, surtout avec mes techniciennes qui font pas mal le tri. Surtout avec le COVID, même si on est 2 vétérinaires, on est comme surchargés. Donc, les techniciennes font beaucoup plus de choses qu'avant. Il y a beaucoup de vaccins, portions techniciennes, beaucoup de conseils téléphoniques également, limiter les déplacements. Puis on finit par se débrouiller. Veut pas, par exemple, des cytologies pour les oreilles. Avant, on tenait vraiment à voir l'animal. Là, on réussit à se débrouiller pour rendre service aussi aux clients parce qu'on a beau dire, non, faut absolument voir l'animal. Si on l'a déjà vu pour un cas de titre dans l'année, je pense qu'on est capable aussi de rendre service aux clients parce qu'au final, sinon, ils n'en ont pas de service. Ce qui était moins la réalité quand j'ai acheté au départ aussi.